Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble et c'est maintenant l'heure de notre page santé. Une grossesse, c'est toujours un moment délicat avec l'arrivée du bébé, échographie, examens et parfois tests plus poussés sont récurrents pour les femmes enceintes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons vous parler de la myosynthèse, un examen prénatal qui permet de diagnostiquer les anomalies génétiques ou chromosomiques. Alors, quels sont ces examens? Comment se pratiquent-ils? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Dr Yehuda Djaoui. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci à vous d'être là. Et puis Claire Bensadoun, bonjour, vous êtes psychologue. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Et puis bien sûr, Marianne Bougrain, qui interagit avec nous en direct tout au long de l'émission. Vous pouvez lui poser vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble, c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous. Alors c'est un test encore controversé. La myosynthèse sert à dépister d'éventuelles maladies graves chez le fœtus. La découverte d'un problème grave comme par exemple la trisomie 21 peut conduire les parents à décider d'une interruption volontaire de grossesse. Lise Barenbaum nous en dit plus. Regardez. La myosynthèse permet de repérer et de diagnostiquer des anomalies génétiques et chromosomiques chez le fœtus, comme la trisomie 21. À partir de 38 ans, le risque de trisomie 21 est de 1 sur 500 grossesses et à partir de 40 ans, il est de 1 sur 100 grossesses. Le nombre de femmes enceintes ayant eu recours à une amniosynthèse a été multiplié par 5 en 20 ans en France. Examen devenu courant, il comporte néanmoins certains risques. Le test consiste à effectuer une ponction du liquide amniotique à l'aide d'une aiguille fine à travers la paroi abdominale et utérine. Cet examen s'effectue sous contrôle échographique permanent. Dans ce liquide sont présentes des cellules d'origine fœtale ainsi que différentes molécules qui peuvent donner des renseignements précieux sur l'état du fœtus. La myosynthèse peut être proposée dans les cas suivants: existence d'antécédents familiaux de maladies héréditaires comme la myopathie ou la mucoviscidose et de malformations chromosomiques et antécédents de plusieurs fausses couches spontanées. D'autres circonstances entraînent le test. Quand une infection du fœtus est suspectée, quand un test sanguin pratiqué chez la future maman montre une suspicion de trisomie 21, quand la clarté nucale, c'est-à-dire l'épaisseur de la nuque du fœtus, est plus large que la normale, et quand des malformations ou un retard de croissance sont dépistés à l'échographie. À 3 mois et demi de grossesse, le risque de fausse couche causée par la myosynthèse est d'environ 2 pour 1000. Plus tard, les risques de fissure des membranes et d'accouchement prématuré sont encore plus faibles. Une infection est également possible. Pour beaucoup de femmes, l'examen serait superflu. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 24 000 femmes qui vont avoir un diagnostic invasif pour confirmer ou infirmer l'existence d'une trisomie 21 qui présente des risques pour le fœtus, 80 à 250 fausses couches, et un risque rare pour la mère. Le test étant beaucoup plus fiable chez ces 24 000 femmes, ça veut dire que 22 000 femmes n'auraient pas besoin de recourir à ce diagnostic invasif. En cas de trisomie 21, les parents peuvent soit décider d'assumer leur enfant, soit avoir accès à la loi sur l'interruption médicale de grossesse. Quand il existe une malformation grave du fœtus, la décision d'intervention chirurgicale après la naissance est possible. En cas de toxoplasmose par exemple, la myosynthèse peut permettre de savoir si le fœtus est infecté et à quel degré. Le médecin peut alors décider d'une interruption médicale de grossesse en accord avec la loi. Il existe un autre examen, la choriosynthèse. Elle est possible dès la 9e semaine, mais les risques de fausse couche sont plus élevés que pour la myosynthèse. On la réserve donc au dépistage d'anomalies qu'on recherche en raison d'antécédents familiaux. Si une anomalie grave est mise en évidence, il est possible d'interrompre la grossesse plus tôt. Alors docteur Yehuda Djaoui, la myosynthèse est-elle obligatoire avant chaque naissance? Absolument pas. Nous avons des tests qui permettent d'éviter de recourir systématiquement à cette méthode. Tout simplement, d'abord, à la 11e semaine, on fait une échographie et on mesure ce qu'on appelle la clarté nucale. C'est-à-dire que normalement, cette clarté nucale doit être de l'ordre de 2 mm, de 5. Si elle est plus épaisse, ça doit attirer l'attention. Et un deuxième test, c'est ce qu'on appelle le triple test, où on dose des hormones et des produits sécrétés par la femme, qui donnent aussi une incidence de ces anomalies. Ce test se fait en général à la 13e semaine. Et puis, il y a un troisième test, c'est l'échographie morphologique à la 23e semaine. Donc, si on a une indication d'amniosynthèse, si
on est attiré par un trouble ou bien par des anomalies. Les femmes, même si elles ont plus de 35 ans? Alors, si elles ont plus de 35 ans ou 38 ans, on conseille l'amniosynthèse en dehors de ces tests-là. Oui. Mais avant cet âge-là, si ces 3 tests sont normaux, on n'a aucune raison de recourir à cette méthode qu'on appelle invasive. Quelles maladies on peut découvrir grâce à la myosynthèse? Tout d'abord, les troubles chromosomiques, la trisomie 21, le Down syndrome. C'est indiqué particulièrement s'il y a des antécédents dans la famille. Des maladies infectieuses, telles qu'on l'a dit, la toxoplasmose, la rubéole, des infections. Et ces méthodes sont utilisées uniquement dans ces indications. Donc je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est un examen systématique, c'est un examen réservé à une population bien ciblée de femmes. Comment les parents vivent cet examen, Claire Bensadoun? Alors en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a vraiment avant, pendant l'examen et après. Avant, il y a vraiment une confusion, un mélange de sentiments. Il y a l'angoisse et le stress de l'examen lui-même, mais il y a aussi et surtout la question du handicap, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est si finalement le résultat nous montre un handicap, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ou pas cet enfant? Et donc ça, c'est une question vraiment très importante qui va pouvoir aussi du coup entraîner des conflits au sein du couple, beaucoup de questions. Ensuite, il y a pendant l'examen lui-même, il y a le stress de l'examen avec la douleur que cela procure pour la maman, le stress aussi que l'aiguille puisse toucher l'enfant, le stress aussi de l'éventuelle fausse couche. Donc voilà, il y a pendant et après, c'est cette attente qui est de 2 à 3 semaines qui peut être vraiment très longue pour les parents. Justement, le risque, c'est ça, docteur Yehuda Djaoui, la fausse couche? En effet, parce qu'on introduit quand même une aiguille dans la cavité utérine et dans l'œuf lui-même. Il y a aussi un risque de fuite de ce liquide qui peut sortir de façon... Et puis, en effet, il y a même des blessures du fœtus que l'on doit éviter évidemment, puisque cet examen était éco-guidé, c'est-à-dire qu'on fait attention de ponctionner un endroit qui n'est pas le placenta et loin du fœtus. Y a-t-il des conséquences psychologiques pour le bébé, Claire Bensadoun? Par rapport à l'examen lui-même, non, il n'y a pas de conséquences pour l'enfant. Il peut y avoir des conséquences pour la mère parce que ça peut être vécu comme un traumatisme par rapport à l'examen lui-même et par rapport à toutes ces questions autour du handicap. Mais pour l'enfant, non, ça n'aura pas de conséquences. Alors on va regarder tout de suite comment il faut procéder pour réaliser une amniosynthèse. Avant de procéder à l'examen, le médecin effectue donc une échographie afin de vérifier la position de l'enfant. Ensuite, une aiguille longue et fine transperce le ventre jusqu'au liquide amniotique dans lequel est baigné le bébé. Environ 3 centilitres sont prélevés. Afin de procéder au test, les résultats parviennent entre 2 et 3 semaines après le test. Et là, j'ai failli le dire, beaucoup de stress pour l'attente des résultats, Claire Bensadoun. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que seuls les gynécos peuvent pratiquer ce genre d'examen ou bien d'autres médecins, Yehuda Djaoui? Je pense que les gynécos et aussi les radiologues qui ont l'habitude de pratiquer des échographies, puisque techniquement le geste est simple. Quand on sait qu'il faut éviter le placenta, de blesser l'enfant, on retire 20 millilitres ou 30 millilitres de ce produit amniotique. Et cette méthode peut être faite mais par des gens qui ont l'habitude, qui ont une expérience, avec la plus grande asepsie possible. En général, cet examen se fait sans anesthésie. Ça peut être traumatisant pour la femme. Mais je crois que le rôle du médecin, là aussi, est de rassurer et de dire tout se passe bien, et dans la majorité des cas, cela se passe très bien. Justement, comment se préparer psychologiquement avant cet examen, Claire Bensadoun? Je parle de la femme, mais aussi de l'homme, d'ailleurs. Oui, justement, je pense qu'il faut en parler, beaucoup en parler au sein du couple, envisager ce qui peut se passer, voilà, prévoir les choses, en discuter, ne pas hésiter à exprimer voilà, tout ce stress dont on a évoqué. Voilà, la communication au sein du couple est très importante. Alors, justement, nos équipes sont descendues dans les rues de Tel Aviv afin de savoir si vous avez déjà eu recours à des tests prénataux et si les résultats sont mauvais, que faites-vous? Optez-vous pour l'avortement? Regardez. Nos enfants le font car c'est possible de nos jours. Mais quand nous avions l'âge d'avoir des enfants, ça ne l'était pas. C'était plutôt des manières primitives de vérifier, de regarder et d'écouter le bébé. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces nouvelles technologies. Oui, j'ai fait tous les tests. Et l'amnio, ils prennent du liquide pour vérifier la nuque du bébé. Les tests du sucre, j'ai tout fait. C'est une question importante. Je n'avorterai pas, mais je me poserai beaucoup de questions sur le futur et l'avortement. Mais je pense que je ne le ferai pas. Bien sûr que je le ferai, car je pense que maintenant c'est mieux de savoir toutes ces choses avant d'avoir l'enfant plutôt qu'après. De nos jours, comme il y a toutes ces technologies, c'est mieux de le faire.
Et nous retrouvons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Bonjour Valérie, nous avons reçu un message de Marion qui a 39 ans et qui vient tout juste d'apprendre qu'elle est enceinte. Elle aimerait savoir si le test d'amniosynthèse est obligatoire dans son cas. Pouvez-vous lui répondre? Je crois qu'il est conseillé. On ne doit pas obliger on ne peut pas obliger une femme de recourir à cette méthode. Si elle refuse, on marquera dans le dossier refuse de cet examen, puisqu'il y a la responsabilité du médecin, mais c'est fortement conseillé, puisque heureusement, dans la majorité des cas, le test revient sans anomalie, et par conséquent, c'est plus intéressant pour la femme de savoir qu'elle porte une grossesse normale, même si elle a dépassé l'âge de 38-39 ans. Une autre question de Marianne. En effet, nous avons reçu aussi une autre question, celle de Claire qui habite à Paris et qui nous dit que son gynécologue lui a prescrit une amniosynthèse. Elle se demande aujourd'hui si elle a le droit de refuser. Qu'en pensez-vous? La femme a évidemment le droit de refuser ce geste, mais là encore, le médecin doit prescrit, bien noté dans son dossier qu'il a proposé cette méthode, que la femme a refusé, c'est son droit, mais la responsabilité médicale étant en cause, il faut que le médecin dise j'ai prescrit cette méthode et la femme a refusé, ce qui est tout à fait possible. Bon, en tout cas, en cas justement d'amniosynthèse, si une malformation est décelée, est-ce que l'avortement est obligatoire? Absolument pas. Là encore, c'est une décision du couple. Lorsque les résultats reviennent et qu'on découvre une anomalie, un syndrome de la trisomie par exemple, le couple doit, avec l'aide de psychologues ou de personnes religieuses, selon chaque religion, on demande des conseils. Et moi, ce que je conseille aussi en plus, c'est d'avoir un deuxième avis. Ne jamais prendre une décision d'avortement sur un seul avis, vérifier tous les tests qui ont été faits et on recourt à cette méthode d'interruption de grossesse si le couple le décide et cela se passe en milieu hospitalier bien entendu. Claire Bensadoun, comment conseiller des gens en cas justement d'option d'avortement? C'est compliqué. Alors en tant que professionnel, on n'a pas vraiment à les conseiller dans ce sens-là, c'est à eux de prendre cette décision. Maintenant, on est là pour les écouter, pour leur donner des pistes de réflexion, pour surtout les aider à prendre leurs décisions ensemble. C'est là malheureusement où parfois il y a des conflits au sein du couple entre l'un des deux qui veut garder l'enfant si malheureusement il y a un handicap, l'autre qui par exemple ne le souhaite pas. Bien évidemment là, ça rend les choses compliquées et c'est là où c'est important pour eux qu'ils soient aidés par un psychologue ou autre, déjà par le médecin, par le gynécologue, en tout cas qu'ils puissent en discuter. Oui, une décision très difficile à prendre. Est-ce qu'il y a une alternative à l'amniosynthèse, docteur Djaoui? D'autres tests? Il y a des tests plus précis encore, c'est ce qu'on appelle la ponction du sang du cordon. Alors c'est fait par des ultra spécialistes. Il y a des méthodes moins invasives qui sont des prises de sang que l'on envoie dans des laboratoires spécialisés qui font une étude statistique du risque et qui peuvent dire, mais je crois que lorsque il y a un risque avéré, l'amniosynthèse n'a pas d'équivalent. Je crois que cet examen est important. Et il est certes traumatisant, mais il rassure. Et c'est ça l'essentiel. Et en cas de grossesse gémellaire, il faut faire 2 amniosynthèses? Absolument. Il faut vérifier les 2 sacs, bien entendu. Allez, on va tout de suite rejoindre Marianne pour les questions téléspectateurs. Oui, effectivement, nous venons de recevoir un message d'Anaïs qui a 27 ans et qui nous dit qu'elle a fait le test il y a plus de 3 semaines et surtout qu'elle n'a toujours pas les résultats. Le jour passe et elle commence sérieusement à s'inquiéter. Que doit-elle faire, demande-t-elle? Merci Marianne. Eh bien, en effet, ces tests sanguins dont j'ai parlé, on peut d'abord donner des réponses plus précoces. Il y a aussi un autre test dont on a parlé, qui est la ponction de trophoblastes, mais qui a un risque plus important de fausse couche. C'est-à-dire qu'on fait une sorte de biopsie du futur placenta et la réponse est beaucoup plus rapide. Mais je crois que la méthode amniosynthèse, avec tout ce qu'elle a de mystérieux et de dramatique, est quand même un examen, pour le moment, dont on ne peut pas se passer. Une autre question rapidement de Marianne.
Oui Valérie, j'aimerais vous partager le message de Viviane qui nous dit qu'elle est phobique des piqûres depuis qu'elle est toute petite. Et elle se demande comment passer cet examen tranquillement. Existe-t-il d'autres moyens pour les personnes qui sont dans ce genre de situation ? Beaucoup de stress, vous voyez ? Beaucoup de stress, certainement, mais c'est justement lorsqu'il y a vraiment, on peut faire ça sous anesthésie, mais enfin, c'est ajouter un risque d'une anesthésie alors que ce n'est pas nécessaire. Quelquefois, moi, il m'est arrivé de faire un semblant de ponction, on tâche le ventre et puis on ponctionne après et ça se passe très bien. Merci beaucoup, Dr Yehuda Jaoui. Merci à vous, Claire Bensadoun. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, faites attention à vous et surtout, ne changez pas de chaîne.